Vilassar démarre, Alléia 2, le retour, 21 cols en VTT. Le profil de la randonnée. Les cols sur la carte. Relevé GPS. Le 8 mai 2007, dans l'ignorance de l'existence des cartes de l'ICC, de SIGPAC ou d'Hyperpix, je réalisais une boucle au départ d'El Masnou, près d'Alléia. Cette très belle randonnée appelait un remake à effectuer avec GPS et documentation précise. 6 ans plus tard, c'est donc au départ de Vilassar démarre, à quelques tours de roue de l'embranchement de la B502, que j'établis cette fois mon point de départ VTT. Je sais par expérience que le retour depuis les portes de Barcelone lèche le bord de mer sur une Nationale 2 évitable par une piste cyclable encore plus proche de l'eau. Inutile donc d'aller dispenser plus loin des vapeurs de gasoil dans un secteur qui en est déjà bien pourvu. L'approche de la montagne s'effectue au travers de Vilassar démarre. L'amoncellement de corps huilés sur la plage, de vélos et de piétons sur la piste cyclable ensablée, de véhicules pétaradants entre les feux rouges de la Nationale 2 et d'immondes barres d'immeubles sur les restes de terrain disponibles ne suffisent pas à séparer la beauté naturelle de la Méditerranée de la végétation en partie préservée des montagnes proches. Pour regagner une nature moins polluée, il faut encore croiser l'autoroute C32 Gérone-Barcelone. La traversée de Cabrera de Mar offre une transition bienvenue, mais déroutante. Il faut éviter de suivre le chien du village au travers de sentiers peu praticables. Il faut aussi renoncer à suivre la flèche de la boussole d'un GPS programmé pour gagner au plus court le premier objectif par un chemin qui s'avère privé d'accès. Inutile enfin d'escalader davantage la rue sans issue qui se termine en cul-de-sac. C'est dans Cabrera de Mar qu'il eût été judicieux d'emprunter la peu engageante direction du cimetière, probablement plus directe, pour se sortir par le haut de la Pineda. L'essai d'une troisième rue ascendante offre enfin un débouché sur un chemin qui, à partir du Turó d'en Puçol, contourne en surplomb la zone urbanisée. La voie, déjà étroite, rétrécit en un sentier exotique qui pique vers un col géographique proche d'une citerne, à partir desquelles un itinéraire balisé invite à se diriger en direction du Castell des Bourriacs. Le chemin non cartographié sur Hyperpix grimpe à vue de l'objectif poursuivi. Cette piste, avant d'offrir une bretelle d'accès au château, franchit le Collet des Bourriacs. Le catalogue des cols d'Espagne désigne aussi l'endroit sous l'appellation de Coll des Codera. Le chemin poursuit à l'ouest où il croise un monument qui fait face à la voie d'accès au château. La piste, elle, plonge maintenant sur le second objectif de la randonnée, le Coll des Bourriacs. Absent de mes cartes, mais figurant sur le catalogue des cols d'Espagne et à tort sur ma liste des cols déjà franchis. En 2007, j'avais abondamment tournicoté autour du château et je pressentais depuis que j'avais pu manquer l'un ou l'autre des cols qui l'encadrent.
ça aura été les deux. Au terme d'une courte descente, le chemin se rallie à une piste en provenance de Cabrils ou de Cabrera, deux agglomérations séparées par le mont Cabrera. En 2007, la traversée pentue de ces urbanisaciones avait rendu chèvre mon VTT qui, en se cabrant, m'avait précipité à terre. Une quarantaine de mètres de dénivelé au-dessus, le chemin franchit un col, marqué par la Creu de la Vella. Laissant à main gauche une nouvelle voie, plongée sur Cabrils, il convient maintenant de poursuivre à l'ouest, vers une villa en point de mire que quelques efforts soutenus permettent d'atteindre. Confronté à un panneau de voie sans issue, mon VTT retire son épingle du jeu en poursuivant tout droit jusqu'au-delà d'une barrière où il retrouve le goudron sur les hauteurs de la Llobera. En 2007, la grimpée au travers de cette urbanisation, construite à flanc de montagne, m'a profondément traumatisé. Il n'était pas habituel à l'époque que je mette pied à terre sur une chaussée revêtue. J'ai encore dans les oreilles les colibés de centaines de chiens désœuvrés dans les cours des résidences désertes surplombant les rues. La direction Petj 4 Camins me remet en mémoire la cruelle expérience passée. Heureusement, la pente s'adoucit très vite pour confluer dans de bonnes conditions avec la dernière rue de la cité qui, même confortée par ce prompt renfort, se refuse à entrer dans le parc de la Serralada littorale. Le GPS affiche maintenant le troisième objectif du jour, 394 mètres au nord, 314 mètres pentus. Il reste à gagner 70 mètres d'altitude pour parvenir au col de Gironella. C'est très probablement ici que j'ai rejoint jadis la large piste en provenance d'Argentona. Il n'est pas pour autant certain que ce soit là que j'ai identifié le col de Gironella. Je crois me souvenir que j'avais alors effectué un aller-retour dans la direction d'Argentona sur une piste nommée par l'ICC Carretera del Malpa. Serait-ce ce Malpa que j'ai confondu ce jour-là avec le col de Gironella? Dans cette hypothèse, la passe en question aurait alors bien porté son nom. Aujourd'hui, c'est directement au nord que je poursuis la piste qui contourne le centre de réhabilitation mutual Midat Cyclops. Un œil jeté sur l'abondant fléchage me fait retenir pour prochain objectif la Rocca d'Antoni. La voie censée s'y rendre fuit soudain vers Orius. À main gauche, un chemin plus modeste rallie San Bartomeu de Cabanyes et la Rocca d'Antoni via Cangenis. À la croisée d'un chemin, le col géographique offre une vue dégagée sur la Méditerranée. La piste principale grimpe à l'ouest, jusqu'à atteindre le Coll des Porcs, établi à propos à l'entrée du plat de Legars. À proximité de Cal Camatvei, l'itinéraire bifurque au sud, sud-ouest. Le panorama embrasse alors la plaine, laissant deviner les agglomérations riveraines de Montmédo. La piste, elle, finit par plonger sur un énième col géographique, carrefour de piste, sur lequel est implanté le dolmen Rocca d'Antoni. Un chemin s'échappe en descente le long du monument mégalithique.
La voie se glisse entre le Turó d'Anxoz et le Turó d'Enrompons et rejoint Calsenior, restaurant et centre hippique connu et fréquenté. La descente s'effectue sur un terrain qui peine à absorber les pluies incessantes de cette fin d'hiver et de ce début de printemps 2013. Il serait intéressant de connaître l'origine de l'appellation El Malpa. La passe n'a rien de mauvaise. El Malpa, peut-être parce que ne permettant pas de basculer suffisamment au nord. Peut-être parce que ignoré pour l'heure du catalogue d'écoles d'Espagne. Toute la difficulté liée au franchissement du Malpa se concentre sur l'exercice du retour à la Roca d'Antoni. En 2007, j'ai roulé une journée entière sans croiser âme qui vive. Ce n'était pas, certes, un 1er mai. Il s'agit maintenant de prendre la direction de la Creu de Can Boquet, dans une circulation qui se motorise à mesure que l'heure des tapas approche. Une croix de Saint-André annonce le carrefour de la Creu d'en Boquet. La Creu d'en Boquet est plantée sur un col qui fait basculer d'est en ouest les directions de Vilassar de Mar vers Vilanova del Vallès. Au sud, la piste poursuit à flanc du Turó de Pedrels avant de bifurquer plein ouest en direction du Coll des Fontes des Serras, un encore lointain objectif. Auparavant, il faut aller chercher par un chemin préservé des voitures le Coll des Gayemi que la dernière fois j'étais persuadé avoir franchi sur la piste principale. Une cinquantaine de mètres d'altitude sépare le carrefour du col à atteindre. Un attroupement en contrebas de la piste se trouve justifié par l'implantation en ce lieu de la fonte des Sainte-Mathéo. Le GR 92 poursuit l'ascension, à vue des 484 mètres du verdoyant Coll des Gayemi. Les planesses des Sainte-Mathéo conduisent à l'imposante propriété des Can Riera, qu'un chemin évite par la gauche. Une fois sur les crêtes, il ne manque plus qu'à repérer leur point le plus bas, où se tient le Coll des Gayemi. Le Coll des Gayemi accueille le chemin balisé SL-C 112 en provenance de Cadira del Bisbe que de longues recherches ne me permettent pas de situer. Ce SLC 112, constatation faite a posteriori, devrait être emprunté maintenant pour rejoindre la piste principale que je reviens bêtement chercher là où je l'ai quitté. L'aller-retour ne coûte certes qu'une dizaine de mètres de dénivelé, et le regret aussi d'avoir privé la boucle de rondeurs plus harmonieuses. Je ne peux m'empêcher de penser à mon précédent passage en ces lieux. Pas un cycliste, pas un piéton, pas une voiture, pas de GPS, pas d'impression de carte en ligne. Ce désert d'alors s'est métamorphosé aujourd'hui en place de la Concorde à l'heure de pointe. Une même randonnée ne laisse pas la même impression selon les conditions dans lesquelles on l'effectue. En terre connue ou inconnue, seul ou en groupe, bien ou mal accompagné, avec ou sans GPS, avec ou sans documentation précise, par beau ou mauvais temps, en France ou à l'étranger. Par comparaison, l'affluence provoquée par ce jour férié m'aura amusé un temps. Une fois n'est pas coutume. J'espère que la seconde partie du parcours sur des voies moins grand public me rendra une partie de la tranquillité qu'offre généralement la nature en montagne. En 2007, j'avais pique-niqué
au Mirador de la Cornissa. Aujourd'hui, je ne songe pas même à m'y arrêter. La vue sur une Barcelone moins polluée qu'à l'ordinaire ouvrée n'est heureusement pas monopole du Belvédère. J'ai prévu une alimentation en eau pour la durée totale de la randonnée. Parfois, j'en viens à regretter de m'être alourdi inutilement. Les bornes annonçant des fontaines foisonnent. Ce n'est en tout cas pas à la fonte d'El Boccher que j'aurais pu refaire le plein, sauf à y passer le reste de la journée. Et l'on n'est pas en période de sécheresse. La descente en direction du Coll des Fontes de Serra se trouve interrompue par le franchissement du Coll des Cancourgui. À un croisement de pistes, le Coll des Cancourgui fait basculer à droite vers la fonte du même nom et à gauche vers le Paradis, bizarrement situé en contrebas. L'Assomption voisine doit assurer la remise à niveau. La piste principale, dans une courte remontée, tutoie une citerne derrière laquelle un coin pique-nique concentre l'essentiel de son confort dans sa tranquillité. En descente, sur la digestion, le Coll des Claous apparaît, orienté nord-ouest-sud-est. Il coupe la piste pour permettre à un chemin en provenance de Teia de basculer vers Vallromanes. Lors de mon premier passage, j'ai assurément traversé le Coll des Claous, dont j'ignorais la position exacte. Je ne sais où j'avais bien pu avoir vent de son existence. Aujourd'hui encore, il n'apparaît ni sur les cartes ICC ni sur celles d'Hyperpix. Il n'est pas non plus doté d'un panneau sommital. Je me fie cette fois au catalogue des cols d'Espagne qui le cite et le situe précisément ici. À l'intersection suivante, la piste file sur Teia. Mais à main droite, comme indiqué par les flèches d'un panneau, un chemin reprend la direction du Coll de la Fonte des Serra et d'Aleia. En cours d'ascension, il ne faut pas compter franchir l'objectif suivant. L'aménagement de la large piste actuelle a relégué le Coll d'en Pau Arenes hors des sentiers battus, entre un petit sommet anonyme et le Touro des Can Colomer, à la croisée de l'ancien chemin et d'une voie plongeant sur Can Roig Cerda. J'étais persuadé d'avoir franchi ce col en 2007. En fait, j'étais passé à une vingtaine de mètres sans le voir. En revanche, j'avais bien vu, plus bas, l'embranchement d'un modeste chemin que j'avais superbement ignoré. Le GPS aujourd'hui est formel. Cette voie permet de rejoindre directement la BP 5002 en vue du Coll des Fontes des Serra. La passe se cache légèrement à l'écart de la route, à l'intersection d'un sentier avec un chemin qu'à mon premier passage je n'avais osé emprunter. Ce chemin, ouvert à la circulation non motorisée, se trouve parcouru par le GR 92, qui, de peur de se perdre, n'en finit plus de me suivre. La voie, masquée à Google Earth par la végétation, permet de contourner en surplomb la terrible urbanisation Alleia Park. Terrible parce qu'il y a 6 ans, je l'avais abordée par le bas. La grimpée trouve son apogée à 315 mètres d'altitude. Le GR plonge ensuite vers les hauteurs d'Aleia Park, qu'il ne reste plus qu'à quitter au terme d'une nouvelle rue sans issue, ou presque.
Le parc de la Serralada littorale reprend ses droits et affiche les devoirs de ses visiteurs. Pas de feu, pas de moto, pas de jet d'ordures, pas de cueillette de fleurs. Bienvenue. Bien que les deux pattes de loi y conduisent, c'est à main droite que j'ai prévu de poursuivre l'élévation au-dessus de l'urbanisation. Le chemin pentu n'impressionne pas le GR 92, qui probablement en a vu d'autres ailleurs. La chaîne au bas du chemin produit son effet. Le circuit reste fréquenté, mais par une population se rapprochant du standard des parcoureurs de GR. La piste grimpe à l'assaut d'un col géographique que n'a pas manqué un pylône électrique. Un chemin à main droite permettrait d'aller chercher en aller-retour, 100 mètres plus bas et assez loin, le col des Cannes Corbera. Je dois garder des forces pour plus tard, afin de ramener mon van à domicile. Aussi, je m'en tiens à viser un objectif plus proche, à 530 mètres à vol d'oiseau. La piste Assagi, le GR et la ligne électrique me confortent dans mon choix raisonnable qu'ils accompagnent au Coll de la Fonte des Cannes-Guri. Voilà bien de nouveau une passe que l'on peut traverser sans y prêter attention. Est-ce ce que j'ai fait en 2007? Ou l'ai-je carrément manqué? Les lieux ne me paraissent pas familiers. Un sentier élargi plonge au sud vers El Mascoy et Aleya. La piste, elle, poursuit un temps plein ouest, avant de piquer au sud-ouest, où elle croise divers chemins permettant de rallier Santa Maria de Martorelles par le flanc du Touro des Castells-Rouf. Après avoir desservi ces chemins de traverse, la voie finit de grimper en direction du Touro d'En Galceran, dont elle ne tente pas d'approcher plus avant le sommet, laissant ce soin à une bretelle. Elle amorce là une longue descente en direction de la plaine encore lointaine. Au détour d'un virage, je découvre un col dont l'image est restée gravée dans ma mémoire. Je suis persuadé d'avoir franchi l'endroit en 2007. Aussi, au carrefour suivant, suis-je étonné que la flèche de la boussole du GPS prétende et maintienne que mon itinéraire programmé file à droite à l'opposé de la passe. Suis-je vraiment passé sous les pins de ce col lors de mon précédent périple? Il ne me reste d'autre souvenir que celui d'avoir parcouru le secteur sans trop savoir où j'étais. Je n'avais trouvé ma voiture au retour que grâce au point de repère quasi permanent de la Méditerranée. Aujourd'hui, en liaison directe avec le ciel par l'intermédiaire du GPS, je parviens à rallier, face au Touro del Reg, la carrère de les Aves Maries à l'endroit précis où elle dit Amen. Ce sera donc par une rue sans nom, sans nom, que va continuer à s'égrener mon chapelet de col. Au travers de la Colonia Bosque, le long de la Casa de Colonies Maspo Canyado, la carrère anonyme plonge sur le col des Montalegre au carrefour de la B500. Col des Montalegre. La Conreria, en 2007, ne m'avait pas échappé. J'étais donc bien passé par là. Le Camí antique, S. Fost, donne accès, à main gauche, au Camí del Seminari, qui, n'ayant pas vocation à franchir des cols, s'adjoint les services du GR. Les voies du Seigneur, lorsqu'elles sont pénétrables, peuvent diverger.
Probablement suivent-elles ici, à gauche, le tracé du GR92 plutôt que, comme moi, tout droit, un itinéraire marqué d'un carré blanc. La piste évite le piège de la voiture qui la ramènerait à la Conreria. Par la gauche, elle trouve à s'élever davantage sur un tracé sinueux, en partie inconnu d'Iberpix. Après avoir contourné le taureau des frères Raphaël, la voie franchit un col géographique, au-delà duquel elle se mute en un sentier taquin, adepte du trompe-l'œil. La sente en réalité amorce là une courte descente qui va l'amener à longer, à flanc, un mont anonyme. Deux itinéraires permettent de parvenir au prochain objectif. Le premier, embroussaillé, n'est pas recommandable. En poursuivant à flanc, le sentier ne tarde pas à en croiser un autre, doté d'une borne ornée du carré blanc. L'empreinte de la voie exige un changement de direction à 170 degrés. La chaussée, victime des intempéries passées, compense ses imperfections par une prise progressive de largeur et c'est sous forme de chemin qu'elle accède au Coll des Frères Raphaël. Le Coll des Frères Raphaël est le pendant du col géographique traversé en venant, à l'opposé du mamelon sans nom. Un sentier, peut-être praticable, relie les deux passes. À flanc, toujours, une voie de largeur variable rallie le Coll de la Geia d'en Pujol. Il est possible qu'en 2007, j'ai rejoint le bon itinéraire en cet endroit qui ne me semble pas inconnu. J'avais probablement raté le col précédent et franchi celui-ci sans le savoir. En effet, je ne retrouve pas le panneau photographié à l'époque en un lieu que j'avais pris pour le Coll de la Geia d'en Puig ou d'en Pujol. Après le sentier, c'est la piste qui joue au trompe-l'œil. Un court détour remet le chemin sur les crêtes. Crêtes sur lesquelles il va se maintenir jusqu'au bas de la Coscollada en vue. À partir de l'intersection suivante, le parcours s'effectue en aller-retour. Il s'agit, une fois au niveau de la ligne électrique, au pied de son pylône principal, de ne pas bifurquer à droite sur un raccourci qui atteint plus périlleusement l'objectif que le chemin principal. Le Coll des Yisia, noté sur l'ICC, reste inconnu du catalogue des cols d'Espagne, mais désormais plus des roues de mon VTT. Demi-tour à la ligne électrique, à la tour de pied attenante, puis au départ de cet aller-retour, pour y plonger maintenant à main droite. De l'altitude a été perdue, et il en reste à perdre. Une opération qui sera prétexte à franchir le Coll de la Malesa. Le Coll de la Malesa fait partie de ces nombreux cols que dans une première vie j'ai traversés en passant. Peut-on dire que l'on a franchi un col quand on ne l'a pas vu? J'en doute de plus en plus. La piste prend fin au bord de la BV 5011, près de laquelle se tient le Coll des Vallenzana. En 2007, j'étais arrivé par le même chemin. Il y avait là un panneau Mirador Collet de Vallenzana, remplacé aujourd'hui par une carte du parc de la Serralada de Marina, sur laquelle n'apparaît aucun col. C'est ici, à mon précédent passage, grâce à l'ancien panneau et à un bout de carte embarquée, que j'avais réussi à me situer dans l'espace. Cette fois, c'est l'espace avec ses satellites qui m'évite de tourner en rond plus que la boucle ne le nécessite.
Le CV remonte paisiblement au Coy des Santonofré, qu'il dépasse pour longer la Vallenzana. À peine dépassé la pointe sud de l'urbanisation, alors que le revêtement de la chaussée s'efface, l'accès sélectif d'une piste préserve en partie le retranchement du Coy de Les Ermites. Les panneaux de col, qu'ils soient sommitaux ou directionnels, ont-ils été supprimés? Où ai-je franchi le Coy de Les Ermites au mauvais endroit il y a 6 ans? Quoi qu'il en soit, si erreur passée il y eut, elle se trouve maintenant réparée. Le Coy de Les Ermites mettait un terme à ma collecte de colle du 8 mai 2007. Aujourd'hui, j'ai prévu un retour plus compliqué, rendu possible par l'usage du GPS, outil particulièrement efficace en milieu urbain que je retrouve sur les hauteurs de Santa Coloma de Gramenet, commune mitoyenne de Barcelone. La Carrer Menorca et quelques circonvolutions annexes permettent de descendre en centre-ville ou en traversant la Ronda des Alpes, le périphérique, couvert, il devient possible d'aborder l'impressionnante Carrer Gaspar. La rue arbore sans humour une limitation à 30 km/h. Ayant gravi le raidillon à pied, je me sens autorisé à jouer quelque peu avec les sens interdits qui balisent le prolongement de l'artère au moment où je me trouve en mesure de remonter en selle. Cette rue est la seule que je n'ai pas préventivement parcourue sur Street View, tellement il semblait évident que j'allais m'y trouver dans le sens de la circulation. Sans GPS, il vaut probablement mieux gagner directement le bord de mer et le suivre jusqu'à proximité relative du dernier objectif. Avec GPS, il est agréable de se faufiler dans les rues, quasi désertes, de la banlieue barcelonaise, que la population a fui pour les montagnes. Sans grands efforts, depuis la rue de Mondé du départ, je parviens en un lieu déjà fréquenté en 2009. Où se situe exactement le Coy des Valmajors? Là où je l'avais situé à l'époque, là où le place maintenant le catalogue des cols d'Espagne, mais où il ne peut pas être. Puisque j'ai déjà franchi la passe, pourquoi ne pas prospecter un troisième lieu, au sud de la banque, à 46,4 mètres d'après l'ICC? Pourquoi pas? Mais ce serait alors un col de flanc. J'en reviens à ma première hypothèse, la plus vraisemblable, si l'on tient vraiment à voir un col par ici. Le retour doit s'effectuer le long de la Méditerranée. Toutefois, une fois l'autoroute franchie en souterrain, autant profiter du calme d'une rue parallèle à la Nationale 2, qu'il est toujours temps de rejoindre plus loin. Je sais qu'une piste cyclable remonte en direction de Vilassar-de-Mar, entre la mer et la voie ferrée. Je l'ai empruntée la fois précédente. Mais c'était un 8 mai, jour ouvré en Espagne. Aujourd'hui, jour férié, tous les Barcelonais ne sont pas sur le GR 92. Un grand nombre a préféré la plage et la voie cyclable s'en trouve plus encombrée que la nationale. Cette boucle méritait vraiment d'être refaite. Beaucoup de cols n'avaient pas été franchis au bon endroit, ou l'avaient été à l'insu de mon plein gré. Quelques ajouts ont permis de parfaire le circuit. Mais surtout, c'est la beauté du parcours qui a rendu
le remake nécessaire. Pour mon van, ce sera la dernière virée en terre d'Espagne, sous ma conduite tout du moins, mais c'est à cette heure, ni lui ni moi ne le savons encore.